Imaginons un instant la scène. On est lundi matin, on se retrouve coincé dans des embouteillages denses, on est déjà en retard pour une réunion super importante. La fameuse réunion qu'on ne peut absolument pas rater. Exactement. Et là, le cœur bat la chamade, on a les mains crispées sur le volant et à en avoir les jointures blanches, et on souffre, vraiment. Ouais, on ressent cette boule au ventre. Mais en fait, si on y réfléchit bien, c'est pas les voitures devant nous qui causent cette souffrance. C'est notre propre système d'exploitation interne qui est carrément en train de planter. C'est une excellente façon de le formuler. Parce que face au stress, la réaction habituelle, c'est de chercher des solutions à l'extérieur. Genre changer de boulot, télécharger une énième application de productivité ou juste fuir. Chercher la pilule magique, quoi. C'est ça. Mais les textes qu'on explore aujourd'hui, qui sont tirés du petit livre du stoïcisme de Jonas Salzgeber, proposent une approche radicalement différente. Très différente, oui. Il ne s'agit pas du tout de changer l'environnement externe. C'est plutôt l'idée de réécrire entièrement le code source de notre cerveau. Un système conçu il y a des millénaires, mais qui semble avoir été pensé pour survivre au chaos d'aujourd'hui. Bon, décortiquons tout ça. C'est quoi exactement ce système? Ce qui valide complètement cette approche, c'est que la promesse initiale du stoïcisme, elle n'a jamais été purement théorique, tu vois. Ah non, Non, pas du tout. On a souvent cette fausse image d'une philosophie étudiée par de vieux érudits barbus, totalement détachés du monde, qui débattent sous des portiques en marbre. le cliché du philosophe antique, quoi. Voilà. Or, en fait, c'est une architecture mentale qui a été forgée en pleine crise. Prends Zénon de Citium, par exemple. Le fondateur du mouvement au IIIe siècle avant notre ère, c'est bien ça? C'est ça, c'était un riche marchand, et un jour, il a littéralement tout perdu lors d'un naufrage, toute sa cargaison, sa fortune. Ah oui, la faillite totale en une nuit. Absolument. Du coup, le stoïcisme n'est pas né d'une réflexion oisive dans un fauteuil confortable. C'est né d'une urgence absolue. Comment on fait pour ne pas sombrer psychologiquement quand le monde extérieur nous enlève tout? C'est super intéressant comme point de départ. Et ce qui frappe aussi, quand on lit les sources, c'est l'universalité de ce système. Je veux dire, on a des figures historiques avec des vies diamétralement opposées qui utilisaient le même code source. Tout à fait. D'un côté, on a Épictète, qui est né esclave. Un homme soumis à la volonté d'un maître, avec un contrôle quasi nul sur son propre corps. Une situation d'impuissance extrême. Ouais. Et de l'autre côté du spectre, on a Marc Aurèle, un empereur romain. Genre l'homme le plus puissant du monde à son époque, avec un droit de vie ou de mort sur des millions de personnes. Le contraste est saisissant. Comment c'est possible qu'une seule et même philosophie puisse servir à la fois l'esclave et l'empereur? Eh bien, la réponse se trouve dans ce qu'ils appelaient suivre la nature. Suivre la nature. Ça fait très retraite silencieuse dans la forêt avec des tisanes, non? Ouais, pour un esprit moderne, ça sonne un peu comme ça, mais dans l'Antiquité, ça voulait dire s'aligner sur la réalité objective. Pour Épictète comme pour Marc Aurèle, la nature humaine se résume à deux choses bien précises. Lesquelles? Notre capacité à utiliser la raison et le fait qu'on soit des êtres sociaux. Donc l'esclave va utiliser la raison pour trouver une liberté intérieure, même en étant physiquement enchaîné. D'accord. Et l'empereur va utiliser cette exacte même raison pour ne pas se laisser corrompre par un pouvoir absolu et pour rester au service de la société. Donc si je reprends mon analogie, le système d'exploitation fonctionne parfaitement quel que soit le matériel sur lequel il tourne, que ce soit un vieil ordi ou une machine de guerre. C'est exactement ça parce qu'il se concentre uniquement sur ce qui se passe entre nos deux oreilles. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette focalisation sur la raison, ça nous amène au grand mythe du stoïcisme. Le fameux mythe de l'insensibilité. Voilà. Aujourd'hui, quand on dit de quelqu'un qu'il est stoïque, on imagine un robot. Quelqu'un de froid qui encaisse les pires tragédies sans verser une seule larme. C'est comme si le programme avait supprimé le dossier émotion du disque dur. Et c'est une erreur d'interprétation massive. Ce qui est fascinant ici, c'est que les textes de Salzgeber montrent bien que le but n'a jamais été d'éradiquer l'émotion. Alors c'est quoi le rapport d'un vrai stoïcien avec ce qu'il ressent? En fait, il faut voir les émotions négatives comme la peur ou la colère, non pas comme des bugs à supprimer, mais comme des signaux lumineux sur un tableau de bord. Ah, comme le voyant check engine d'une voiture. Tout à fait, ce sont des alertes biologiques. Si on perd son boulot du jour au lendemain, le cerveau déclenche naturellement de la peur. C'est normal, c'est l'incertitude financière. On ne peut pas empêcher ce premier choc. Non. Et un stoïcien ne va surtout pas le refouler. Parce que l'ignorer, ce serait comme mettre un bout de scotch noir sur le voyant d'alerte du moteur. Ça ne résout rien et la voiture finit par exploser. Du coup, qu'est-ce qui fonde cette émotion? L'entraînement stoïcien sert à bloquer la réaction en chaîne.
On ressent le choc, on diagnostique le signal de manière rationnelle. Ok, j'ai peur, mais on refuse consciemment que cette peur se transforme en panique totale ou en désespoir qui nous paralyse. Je vois. Donc on perçoit l'alarme, on valide l'info, mais on refuse de laisser cette alarme prendre le volant à notre place. C'est une très bonne image. Et ça nous amène direct au cœur de la machine. Parce que si les émotions sont déclenchées par le chaos externe, comment on trie ces infos sans saturer le processeur? Les sources parlent d'un concept central, la dichotomie du contrôle. Ah, ça c'est l'algorithme de base. Tout passe par ce filtre binaire. D'un côté, on a ce qui relève de notre contrôle absolu. Genre, nos actions, Nos actions, oui, mais aussi nos croyances, nos désirs, nos décisions éthiques et l'effort qu'on décide de fournir. Ça, c'est à nous. Et de l'autre, il y a absolument tout le reste. tout le reste, c'est-à-dire. La macroéconomie, la météo, la génétique de notre corps et surtout, et c'est le plus dur, l'opinion des autres. Oula, oui. Et le problème, c'est qu'on passe notre vie à essayer de contrôler cette deuxième catégorie. Exactement. Le drame humain, selon les stoïciens, c'est cette perte d'énergie cognitive colossale à vouloir changer l'inchangeable. Moi, ça me fait penser à la conduite automobile. On a le contrôle absolu sur notre volant et nos freins. Mais pester contre les embouteillages ou insulter le conducteur devant nous, Ça ne fait pas avancer la voiture plus vite. pas d'un centimètre. Et le livre donne un exemple très parlant avec la météo. On prévoit une grosse rando, on se réveille, et bam, il pleut à torrent. Le classique. S'énerver contre les nuages, ça demande une énergie folle. Par contre, on a un contrôle total sur ce qu'on va faire à la place. Lire un bouquin, réorganiser son salon. Et on retrouve ça aussi dans un contexte beaucoup plus stressant, comme un entretien d'embauche. Si l'on relie cela à la vision d'ensemble, l'entretien d'embauche est le test parfait pour réduire l'anxiété de performance. Comment ça? On ne contrôle ni l'humeur du recruteur, ni le niveau de difficulté des questions, ni le CV des autres candidats. S'inquiéter de ça, c'est faire surchauffer le processeur pour rien. C'est clair. La seule chose à optimiser, c'est sa propre préparation. Son honnêteté, sa posture. Si on est rejeté après avoir fait de son mieux, l'échec devient juste une donnée, pas une remise en question de notre valeur personnelle. D'ailleurs, ça me ferait penser à cette citation de Thomas Edison dans le livre. À propos de l'ampoule électrique, il disait « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » C'est la rationalisation parfaite d'un résultat extérieur hors de notre contrôle. La théorie est super séduisante, mais il y a une technique précise dans les textes qui me pose vraiment problème pour nous aujourd'hui. Laquelle? La visualisation négative, ou préméditation malorum en latin. L'auteur dit qu'il faut s'imaginer volontairement les pires scénarios possibles, genre faire faillite, perdre un proche, attraper une maladie incurable. Attends, s'infliger des pensées aussi morbides au réveil, c'est pas la définition même de l'anxiété généralisée, ça? Je comprends tout à fait la réaction. Mais la différence fondamentale réside dans l'intention. C'est-à-dire? L'anxiété, c'est une boucle subie. Tu n'arrives pas à l'arrêter. Elle te ronge. La visualisation négative stoïcienne, c'est une simulation volontaire et surtout limitée dans le temps. C'est l'équivalent d'un exercice d'alerte incendie. Ou d'un test d'intrusion sur un serveur informatique. Exactement. En visualisant le pire au calme, on se crée un vaccin mental. D'ailleurs, les thérapies cognitivo-comportementales modernes, les TCC, utilisent énormément ce principe. Donc, on s'expose doucement au pire scénario, dans un cadre sécurisé, pour calmer l'amygdale. Oui. Et le bénéfice secondaire, qui est peut-être le plus fort, c'est l'impact massif sur la gratitude. Ah bon? Comment ça nous rend reconnaissants d'imaginer des catastrophes? Parce que notre cerveau souffre d'adaptation hédonique. On s'habitue à tout. À notre confort, à notre santé, à la présence de nos amis. En simulant leur disparition temporairement dans notre esprit, on brise cette habitude. Ah, je vois. Quand on rouvre les yeux, on est soulagé que tout soit encore là. Voilà, l'anxiété disparaît et laisse place à une appréciation intense du présent. On réinitialise notre appréciation du matériel. C'est malin. Mais comprendre la théorie, c'est bien beau. Le livre insiste lourdement sur le fait que c'est un entraînement quotidien. Il y a genre 55 pratiques listées par Salzgeber. Oui, c'est une vraie boîte à outils. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour la routine de tous les jours? On parle de réflexion matinale et d'un journal le soir. C'est quoi la différence entre cette réflexion du matin et une simple to-do list? Une to-do list, ça organise ce qu'on va faire. La réflexion stoïcienne, ça organise qui on va être face à ce qu'on va faire. Ou subtil. Tu peux donner un exemple? Bien sûr. Au lieu de juste noter 10 heures réunion projet, tu vas anticiper les frictions. Tu te dis,
À 10 heures, tel collègue va sûrement critiquer mon idée. Mon intention, c'est de réagir avec patience et de l'écouter au lieu de me braquer. On précharge le comportement vertueux avant même d'être fatigué par la journée. C'est ça. On anticipe les bugs. Et le soir, on fait le débugage avec le journal. Mais le livre va quand même assez loin dans l'inconfort volontaire. Les douches glacées, le jeûne, sortir dans le froid polaire en t-shirt. Ah, la recherche de l'inconfort. Ouais. Et là, je me fais l'avocat du diable. On a déjà des vies de dingue, on est surchargé de boulot, le stress est constant. S'infliger une douche glacée le matin, franchement, est-ce que ça frôle pas la culture de la performance toxique qu'on voit partout sur les réseaux sociaux? C'est un risque si c'est mal compris, en effet. Mais il faut vraiment dissocier ça de la mode du dépassement de soi pour se faire des vues sur Internet. Donc on oublie le hashtag warrior. Totalement. Dans le stoïcisme, l'objectif d'une douche froide n'est pas de prouver sa virilité ou de brûler des calories. C'est un laboratoire pour le cortex préfrontal. Un laboratoire. Oui. Quand l'eau glacée te tombe dessus, ton instinct de survie hurle, fuis. En décidant de rester et de contrôler ta respiration, tu entraînes ta capacité à créer un espace entre le stimulus, le froid, et ta réponse, la fuite. Ah, l'idée, c'est que si j'arrive à garder mon calme sous la douche à 6 heures du mat, je pourrais garder le même calme face à un client qui hurle dessus l'après-midi. C'est un conditionnement neurologique pur et simple. Mais l'auteur précise bien que l'important c'est la cohérence, pas l'intensité extrême. Si tu as une journée chaotique, tu ne vas pas t'imposer une douche froide et un jeûne. On fait quoi alors? On peut se rabattre sur des micro-pratiques. Le livre parle de la respiration sur 4 temps par exemple. Inspirer pendant 4 secondes, retenir 4 secondes, expirer 4 secondes. Voilà, ça baisse le rythme cardiaque instantanément. Et ça recrée cet espace de liberté, cette milliseconde de pause avant de réagir. Et cet espace de pause, il est vital pour ce que je considère comme le boss de fin du stoïcisme, les relations sociales. Ah oui, le stoïcisme social. Parce qu'on peut méditer dans son coin, prendre ses petites douches froides, mais dès qu'on sort de chez soi, bam, on percute la variable la plus incontrôlable de l'univers, les autres. Les autres humains, le test ultime de notre système. Comment ce système gère l'irrationalité ou l'agressivité des gens en fait? Eh bien, la première ligne de défense, selon les textes, c'est l'empathie. Mais pas juste comme une posture morale sympa, c'est un outil de diagnostic. Comment ça? Face à une attaque verbale, ton instinct veut contre-attaquer. Le stoïcisme te dit d'observer cette agressivité comme un symptôme. Cette personne souffre ou manque d'informations. Du coup, tu réponds par des questions ouvertes, tu refuses d'entrer dans sa danse émotionnelle. Si je reprends ma métaphore de l'ordi, c'est l'installation d'un pare-feu. L'hostilité de l'autre, c'est un virus. Si je m'énerve, je clique sur le lien suspect et je suis infecté. Superbe analogie. Et c'est particulièrement vrai avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Ah, les réseaux. Un inconnu te lâche un commentaire ignoble, c'est une attaque directe. Mais avec ton pare-feu, tu appliques un détachement émotionnel. Tu te demandes, est-ce qu'il y a-t-il une critique constructive là-dedans? Si oui, tu prends l'info pour t'améliorer. Sinon, l'opinion de ce troll retourne dans la catégorie des choses hors de ton contrôle. Le fichier est direct mis en quarantaine et supprimé. Bam. Cela soulève d'ailleurs une question importante abordée par le livre sur la manière de supprimer ces fichiers, le pardon. Le pardon? C'est pas un peu passif face à la méchanceté? Non, au contraire. Maintenir une rancune, c'est laisser un programme tourner en arrière-plan qui bouffe toute ta batterie. L'auteur propose une technique radicale, la lettre de grief. Raconte. Tu écris une lettre ultra détaillée à la personne qui t'a blessé. Tu déverses toute ta frustration, ta colère, tout. Et ensuite, on clique sur envoyer et on bloque la personne en gaucher. Surtout pas. Tu ne l'envoies jamais. Tu la jettes ou tu la brûles. Ah, parce que si on l'envoie, on s'attend à des excuses. Exactement. Et attendre des excuses, c'est remettre les clés de ton bien-être à quelqu'un d'autre. C'est hors de ton contrôle. L'écriture sert juste à vider la mémoire cache de ton cerveau. Donc, pardonner, en version stoïcienne, c'est un acte d'égoïsme très sain. On se dit, cette personne a déjà fait assez de dégâts, je refuse qu'elle consomme mes ressources aujourd'hui. C'est tout à fait ça. Ensuite, on pose des limites fermes, avec respect, mais sans laisser la baissesse de l'autre dicter notre comportement. C'est fou, c'est une inversion totale du statut de victime. On n'est plus le pauvre passager qui subit, on redevient le pilote. Le seul architecte de sa forteresse intérieure. Si on prend un peu de hauteur sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui, le message de Salzgeber est ultra clair. Le but, c'est pas d'anesthésier nos émotions ou de devenir un moine reclus. C'est juste de récupérer l'autorité sur notre attention. Oui, reprendre les commandes. Que ce soit la pluie, un licenciement ou un troll sur Twitter, l'événement en soi il est neutre. C'est uniquement le jugement qu'on porte dessus qui crée la souffrance.
Et c'est pour ça que ce n'est pas juste de l'histoire ancienne. Dans notre monde moderne, avec l'économie de l'attention qui veut nous indigner en permanence, savoir trier ce qu'on contrôle et ce qu'on lâche, c'est une compétence de survie indispensable. Une vraie hygiène mentale de survie. D'ailleurs, pour conclure cette plongée, j'aimerais proposer une petite expérience de pensée aux gens qui nous écoutent. Allons-y. On a pas mal parlé de la visualisation négative, l'idée de simuler la perte de nos conforts. Poussons l'exercice dans notre quotidien connecté. Imaginons que demain matin, bim, panne mondiale. Plus d'Internet, Le cauchemar absolu de notre époque. plus de smartphone, plus de GPS pour nous guider, plus de moteur de recherche pour nos trous de mémoire, et surtout, plus de fil d'actualité pour nous dire ce qu'on doit penser des infos. Le silence total de la machine extérieure. Voilà. Si toutes ces béquilles externes disparaissaient d'un coup, qu'est-ce qui resterait de notre propre système d'exploitation ? Est-ce qu'on aurait les ressources internes pour supporter ce silence, pour gérer l'ennui, ou bien est-ce qu'on découvrirait que notre code source tourne à vide depuis des années ? C'est une excellente question à se poser. Je pense que c'est le test ultime pour évaluer la robustesse de notre architecture mentale. Une réflexion à méditer tranquillement en observant le monde demain.